nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 17 février 2026. Allons, au cours de cette émission, en marge sur l'art, de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons donc, ce sera une rediffusion d'une émission qu'on avait consacrée à Johanna Bunger Van Gogh. Donc, c'était l'épouse de Théo, le frère de Vincent Van Gogh, et qui est quand même à l'origine de le rayonnement de l'œuvre de Van Gogh dans le monde entier. C'est elle qui s'est battue toute sa vie pour que cette œuvre-là soit reconnue. Donc, encore une femme à prendre en considération, à porter au panthéon de nos femmes admirables. Vous pouvez me mettre un petit mot sur mon mail piquekou, pikekou, @free.fr ou directement via notre blog artracaille.fr. Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance
et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tous, des maîtres d'ici-bas, même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés, aux yeux vidés sans joie, même si le correct se nomme indifférence, même s'ils parlent fort, ceux qui baissent les bras. Je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver, et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, au parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres et l'on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est plus qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi. Je me bats avec mes pauvres mots qui sont mes seules armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas. Je me bats. Si longtemps que j'aurai la force qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite et qui bat, et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats. Je me bats, Michel Buller. On les aura, les pieds plats. La France a condamné ce mercredi 11 février, sans aucune réserve, les déclarations de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le territoire palestinien, après avoir tenu des propos outrancieux et coupables visant non pas la politique du gouvernement israélien, qu'il est permis de critiquer. Merci, monsieur le ministre, pour la permission, mais Israël en tant que peuple et en tant que nation. En réalité, une fake news avérée, diffusée par des soutiens de la colonie sioniste en Palestine, et pas une première à son propos, qu'on peut se demander pourquoi tant de haine à l'endroit d'une personne qui dit la vérité, qui, si on l'a tout compris, doit être exécuté comme le facteur de la chanson. Et après, que Mami Adam, députée française, a demandé à M. Barrot, non, je ne ferai pas la blague de la chaise,
ministre des Affaires étranges, qui, comme la mère Michel qui a perdu son chat, demande au père Lustucru de lui retrouver, de faire virer Madame Albanese de son poste à l'ONU au prétexte humanitaire que cette responsable onusienne défend trop passionnément la cause palestinienne. Scandaleux. Comme quoi Dantès se reproche d'une bêtise supérieure en nombre, qu'on ose soutenir une cause juste dans une enceinte vouée au respect de la vie des terriens, pour qu'ils ne règlent pas leurs différences foutant des bombes sur la gueule, impensable, surtout si ce conflit qui oppose un petit peuple envahi par des colons européens qui tuent, pillent, exproprient, torturent, sous le prétexte fallacieux que cet arpent leur a été donné par Dieu. Comment peut-on, au XXe et XXIe siècle, croire en de telles pittoresques fariboles? Qu'une entité céleste puisse exister et refiler à des tribus nomades de l'Antiquité ce cadeau assez mesquin pour un dieu qu'on imagine posséder des pouvoirs qui lui permettent tout, à choisir l'Amérique du Nord, ou du Sud, ou l'Asie, ou, tellement d'autres terres plus vastes que cette parcelle géographique lilliputienne. Il y a du foutage de gueule divin dans l'air, et pour rappel, et on ne se répétera jamais assez, ces soi-disant élus, dont 6 millions ont été exterminés, dans les conditions les plus abominables, du jamais vues depuis que l'histoire existe, par une bande d'allumés décérébrés, au nom de la préservation d'une pureté hypothétique de la race aryenne, qui, pour un historien israélien contemporain, Shlomo Sand, sont au regard justement de cette foutue histoire qu'on devrait enseigner aux écoliers, des descendants de Khazars, une peuplade de l'Europe de l'Est, convertie de force par leur souverain à la religion hébraïque, dont les Askénazes sont issus. Ce que contestent violemment les sionistes d'aujourd'hui, qui justifient la colonisation de la Palestine par ce conte de fées du cadeau de Dieu d'une terre promise à son peuple bien-aimé. À se tordre de rire si cette utopie ne se soldait pas par des milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, d'handicapés à vie, la tentative d'effacer depuis bientôt déjà un siècle d'occupation, les habitants de cette terre soi-disant divine, mais plus sûrement martyrs. Même Mme Dayan, qui vit au chaud dans ces Charentaises, dans ce non moins petit patelin de France, ainsi que le Christ qui ne représente qu'un dixième des croyants qui fréquentent ou pas les synagogues et qui, comme les sionistes qui colonisent la Palestine, prétendent représenter tous ceux de la diaspora mondiale, dit être la voix de tous les Français de cette confession, sans oublier leurs ambassadeurs, ni celui des Amerlocs, qui saturent les médias de mensonges éhontés à propos des bienfaits de la colonisation. Que chaque jour, journaux, radios, télévisions, nous asphyxient de propos indignés sur l'antisémitisme franchouillard, même motus sur les exactions infligées aux Français de confession musulmane ou pas, aux Africains et à tous les migrants en défaut de papier réglementaire, pourchassés, à l'exemple de l'ICE qui sévit à Minneapolis, par les policiers et gendarmes scrogneux de chez nous en mal de matraquage. Et tant qu'à radoter, au secours, indignons-nous avec les SL, Albanese, Louise Michel, Pierre, Paul, Martin, à l'aube de chaque matin. Toutes les bonnes volontés sont sur le pont. Le rafio de la fraternité coule et le radeau de la Méduse fait de la brasse couler.
L'histoire de celui qui chantait les copains d'abord ne voit pas de colombe se ramener avec un rameau d'olivier dans le bec, mais un corbeau croissant des « Au secours !» les femmes et les enfants d'abord, qui ne relèvent pas les morts de Gaza et ne rendra pas leur terre à ses légitimes propriétaires palestiniens. Alors oui, comme tu le dis, effectivement, il y a ce scandale de la demande de démission de Francesca Albanese de son poste à l'ONU. Alors on peut rappeler brièvement qui elle est, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est une juriste italienne qui est spécialisée en droit international, experte reconnue des droits humains et donc depuis 2022 rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Donc son travail consiste à documenter les violations du droit international, quelles qu'elles soient, et là elle est soutenue par de nombreuses ONG, des universitaires pour la rigueur de ses rapports, et là donc elle est violemment attaquée pour la clarté de ses mots, parce qu'en fait elle nomme les choses, parce qu'elle rappelle que l'occupation est illégale, parce qu'elle parle de crimes de guerre lorsque les faits l'y conduisent, parce qu'au fond elle dit le droit international. Donc qu'est-ce qu'elle a pu raconter pour recevoir les foudres du Quai d'Orsay ? Rien d'autre, en fait. On sait aujourd'hui que le document sur lequel se basent Barrot, Macron et compagnie, là, ce sont des documents qui ont été falsifiés, donc effectivement un montage faux, une fake news, comme tu le disais tout à l'heure. Donc en fait, voilà, elle, ce qu'elle dit. Elle a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Quand le monde dort », qui rappelle qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est par une complicité internationale qu'on peut arriver à un génocide en Palestine. Et elle dit « Le fait qu'au lieu d'arrêter Israël, la plupart des pays du monde l'ont armé, lui fournissant des excuses politiques, un appui politique, un soutien financier et économique, c'est un défi. Le fait que la plupart des médias dans le monde occidental amplifient le discours pro-apartheid, le narratif génocidaire, c'est un défi. Et en même temps, c'est aussi une opportunité, car si le droit international a été poignardé en plein cœur, il est également vrai que jamais auparavant, la communauté internationale n'a connu des défis auxquels nous sommes tous confrontés, nous qui ne contrôlons pas d'importants capitaux financiers, ni d'algorithmes, ni d'armes. Nous voyons maintenant que l'humanité est un ennemi commun et que le respect des libertés fondamentales est la dernière voie pacifique, le dernier outil pacifique dont nous disposons pour recouvrer notre liberté. C'est entre autres parce qu'elle a parlé aussi effectivement de, comme tu dis, de s'attaquer à la politique israélienne et non pas à Israël comme nation, quoi. Donc quand Caroline Ladan lui fait déformer ses propos en disant qu'Israël serait l'ennemi commun de l'humanité, c'est complètement faux. D'ailleurs, Caroline Ladan a été assistée là-dedans avec 53 députés macronistes pour appuyer sa demande. Donc on sait que Caroline Ladan est à l'origine de cette proposition de loi qui vise à assimiler l'antisémitisme à toute critique de la politique d'Israël, donc cette fameuse loi qui n'est pas encore votée mais qui en passe de l'être, et donc qui depuis des mois mène campagne pour que cette loi puisse passer. Mais là aujourd'hui, ce qui est grave, c'est qu'elle est suivie par le parti présidentiel et que M. Barrot intervient alors que finalement personne n'a été vérifié qu'était l'origine de ce montage. C'est ça qui est gravissime. On se rappelle que Macron avait promis, comme toutes ses promesses, de lutter contre les fake news. Donc une fois de plus, Macron bat des ailes et fait des promesses, et finalement, derrière, il ne se passe rien, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc on est dans une trompisation assumée, donc on décrédibilise les institutions nationales, on attaque les mécanismes de contrôle et on personnalise la vindique. Et donc comme Donald Trump, on s'en prend à l'ONU quand elle dérange, et puisque tout le monde tape sur l'ONU, donc pourquoi pas la France. Et Francesca Albanese dit qu'en fait c'est là on va vers vraiment une attaque personnelle qui la vise absolument, quoi. On dépasse complètement son cadre de fonctionnel, quoi. Donc c'est quand même très très grave ce qui se passe. Et elle est soutenue énormément. Il y a eu plein de tribunes, que ce soit, il y a eu des artistes qui signent une tribune, il y a, je crois, Amnesty International. Enfin, il y a plein de pétitions et de tribunes qui sont là pour la soutenir. Donc espérons qu'il puisse y avoir quand même une poursuite. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas eu une plainte justement contre le fait de pouvoir s'attaquer au fait de prendre pour vrai des choses, des montages qui sont fallacieux, quoi. Une autre nouvelle on en avait déjà entendu parler, mais qui m'a laissé quand même vraiment mal, c'est le dernier projet de loi sur la peine de mort, par pendaison, qui est présenté par Otzma Yehudit.
pour la peine capitale, donc c'est toujours en Israël, hein, la peine capitale pour les Palestiniens qui seraient reconnus coupables d'actes terroristes ayant entraîné la mort. Mais là, cette loi, elle l'autoriserait la réclusion à perpétuité pour les citoyens israéliens reconnus coupables du même crime. Donc là, on est deux poids, deux mesures. Et oui, il s'agit d'un projet de loi sur la peine de mort. Et rien que d'entendre ce mot peine de mort, qui est une exécution, donc qui a tous ces Palestiniens qui déjà sont emprisonnés, sont torturés, sont affamés, là, et avec une loi qui serait rétroactive. Donc la peine de mort fait partie du droit israélien, mais n'a été utilisée qu'une seule fois, c'était en 1962 pour Adolf Eichmann. Après, elle a été utilisée une fois par erreur en 1948 par un officier israélien et pour s'apercevoir que finalement il était innocent. Et là, en fait, on établirait un deux poids, deux mesures. C'est absolument édifiant. Parce que même si un Israélien va être condamné pour avoir tué un Palestinien, à réclusion à perpétuité, on peut s'imaginer qu'il ne fera pas forcément sa peine. Mais rien que d'entendre que ces Palestiniens peuvent être condamnés à mort et pendus, c'est absolument glaçant. La Knesset a voté le premier passage de la loi. Alors, j'ai pas vérifié quels étaient les députés qui avaient voté. Mais on sait que c'est pas difficile de les imaginer. Voilà, même s'il y a des députés de gauche, on sait que la gauche israélienne, finalement, elle fait pas grand-chose. Non, bien sûr. Et là, on aimerait bien quand même que la société israélienne, la société civile israélienne réagisse. Enfin, non, ils réagiront pas parce qu'en fait, ils se moquent complètement du sort des Palestiniens. Et c'est gravissime. Vraiment, c'est... Comme en France, la plupart des Français se foutent absolument du sort de tous ces migrants, de tous ces gens qui sont ici, et voilà, pour essayer de trouver un endroit où vivre normalement, et puis voilà. Alors là, c'est un petit peu plus beau. C'est le mur des larmes à Brooklyn. C'est un article du Guardian. Donc sur Grattan Street, donc c'est au cœur de Brooklyn, il y a un mur d'environ 15 mètres de long et 3 mètres de haut qui a été érigé. Et donc il est fabriqué en vinyle résistant aux intempéries. Il a une couleur sable qui rappelle les terres assiégées de Gaza. Et il porte les noms des 18 457 enfants palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre, entre le 7 octobre 2023 et le 19 juillet 2025. Et je trouve que ça, c'est quand même, c'est vraiment toujours, on insiste, hein, donner des noms, c'est pas des victimes civiles comme ça par hasard, c'est pas des dommages collatéraux, ce sont des personnes avec un nom. Et nommer ces enfants et les inscrire, c'est vraiment continuer de les faire vivre. Donc le premier nom, c'est un enfant c'est un jeune homme de 14 ans, et ça se termine par un enfant de 18 ans. Ils sont classés par ordre chronologique de leur mort, et donc qui constitue effectivement une documentation visuelle qui permet de restituer à chaque enfant son nom et son âge. Et qui c'est qui est à l'origine de cette... je sais plus quel est l'artiste qui a fait ça. Voilà, si c'est ça. Cette œuvre est signée Phil Buehler. C'est un artiste américain qui est connu pour ses projets artistiques engagés. Et il déclare au Guardian qu'il a expliqué que de loin le mur ressemble à une peinture abstraite, mais qu'il attire les passants avant qu'ils ne découvrent et qu'ils regardent qu'il y a des noms d'enfants dessus. Est-ce qu'en France on aurait pu faire un tel mur ? Non, ça j'y crois absolument pas. Est-ce qu'on a fait un mur comme ça d'ailleurs pour tous les enfants qui ont été déportés, exécutés? Si c'est possible que sur le mémorial de la Shoah, il y ait tous les noms qui soient inscrits. Des enfants ? Je sais pas s'il y a beaucoup. Ah bah voilà, non, je crois pas. Ouais. Et alors là, on va rester en politique française. Comment Macron verrouille les institutions ? On va parler de la nomination d'Amélie de Montchalin, qui a été nommée à la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, elle peut y rester jusqu'à ses 68 ans, jusqu'en 2054. Et ce n'est pas la seule proche du président de la République qui a été nommée à des postes clés d'appareil d'État. Hein. En février 2025, Richard Ferrand, qui est un fidèle parmi les fidèles de Macron, accédait à la présidence du Conseil constitutionnel. Emmanuel Moulin, secrétaire général de l'Élysée, et Marc Guillaume, préfet d'Île-de-France, pourraient être nommés dans les prochains mois à la tête de la Banque de France et au Conseil d'État. Donc depuis 3 ans, en fait, plus de 20 proches d'Emmanuel Macron ont été recasés à la tête d'opérateurs publics dans des missions interministérielles ou des juridictions ces derniers mois. Et c'est quand même une façon de verrouiller, comme Macron va quand même partir, de verrouiller ces institutions. La nomination d'Amélie de Montchalin, qui elle est très jeune quand même, pose problème effectivement, parce qu'elle va être première présidente de la Cour des comptes, et elle est censée vérifier le budget qu'elle a créé, qu'elle a elle-même donné. Donc je crois qu'il y a eu, c'est pareil, il y a eu des attaques en justice pour voir s'il y avait moyen
de contester ça, j'espère. Et sinon, le classement, quelque chose aussi bien sûr de scandaleux, c'est le classement de la France insoumise comme parti d'extrême gauche. Il y a Marion Lopez aux médias, Clément Viktorovitch sur sa chaîne YouTube qui décrypte parfaitement pourquoi c'est une aberration, et c'est Laurent Nunez qui est chargé de ça. C'est aussi une aberration que le ministre de l'Intérieur soit chargé de définir où ranger les partis politiques. Tout ce qu'il dit est complètement fallacieux, de même que quand il dit que la France insoumise dit que la police assassine et s'oppose à... ce qu'on peut voir simplement, c'est qu'on a tous vu les vidéos de Sainte-Soline où on a une police qui assassine sur les ordres de leur chef. Donc quand la France insoumise critique ces meurtres, ces attaques de la police violente, c'est pas un parti pris, c'est simplement un constat de ce qui se passe. Et d'ailleurs, à propos de cette affaire... de ce jeune militant d'extrême droite qui a été tué dans une manif, une contre-manif, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre, toute une pète de ministres de premier plan et le président de la République en tête, ont, avant toute enquête et toute comment dirais-je, résultat d'une enquête à propos de ce meurtre, se sont positionnés tout de suite pour accuser la France insoumise. Ah ouais. Voilà, c'est quelque chose de complètement aberrant. Ah non, mais la France insoumise, elle se prend tout tout dans la tronche. Alors donc là, elle est classée d'extrême gauche. Il faut savoir que pendant 10 ans, elle était classée à gauche. Alors Mélenchon reconnaît que c'est une gauche radicale, mais ce n'est pas l'extrême gauche. Il y a vraiment des critères bien particuliers pour donner l'orientation politique d'un parti. Donc... Mais là même ça, je trouve que c'est... Moi, je trouve ça complètement imbécile. Comment on peut suivant quels critères ils caractérisent ces appellations? Ben là, ils disent qu'ils s'opposent à des ordres, à ce qui constitue la République, la justice, alors que c'est pas vrai. En fait, ils remettent pas du tout en cause la justice. Ceux qui ont le plus remis en cause la justice, c'est comme jusqu'à présent quand même le RN. Non, c'est complètement. Faut écouter Clément Viktorovitch. Hein, il détricote vraiment les arguments un par un. Et ce qu'il y a surtout derrière, c'est qu'à mon avis, toutes ces attaques contre la France insoumise prouvent qu'ils ont vraiment quand même peur que ce parti ne fasse des voix aux élections. On sent qu'il y a une crainte plutôt à ce niveau-là, donc ils cassent autant qu'ils peuvent pour qu'il y ait moins de votes en 2027. Je pense que c'est ça la vraie raison. Oui, la vraie raison, c'est surtout que ce sont des pétochards. C'est qu'ils ont vraiment peur que la France insoumise, effectivement, soit présente au deuxième tour. Je pense que c'est ça qui leur fait le plus peur. Oui, parce que Mélenchon, on peut ne pas l'aimer, mais si vous voulez, toute sa vie politique, il n'a jamais appelé les gens à l'insurrection, bien sûr, à tuer, à piller, à dévoyer, jamais. Et il n'a même pas non plus un programme anticapitaliste. Non. Donc en fait, ce n'est absolument pas un parti d'extrême gauche. Non. Alors après, il parle de la gauche entre le PS forcément et la France insoumise, mais justement, ça fait partie du débat démocratique, être dans l'opposition. Et avec humour, Clément Viktorovitch, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt classer le PS un peu plus à droite? Oui, c'est peut-être la question qu'il faut se poser, quoi. D'ailleurs, dans les justifications pour cette histoire de classement à l'extrême gauche, tous ces gens-là, le président de la République en tête, ils reprochent aux insoumis de ne pas participer aux réunions convoquées par le président de la République qui servent à rien en fait, parce que tout ce qui se passe de ces réunions, le résultat, c'est rien. Alors voilà, la France insoumise, il va pas parce que elle se justifie en disant que ces réunions, ce sont des je sais pas comment on peut les qualifier, il y a un nom, il y a un mot de vocabulaire pour dire ce qu'ils sont, mais qui sont des convocations
vide. Voilà. Et puis ça fait partie, justement, l'opposition fait partie du débat démocratique en France. Sûr. Donc c'est leur position de dire non, on n'assiste pas à ça. Ils vont produire leurs discours, leurs interventions à l'Assemblée. Ils sont présents à l'Assemblée, ils interviennent régulièrement. Ils font partie du débat démocratique aujourd'hui, quoi. On peut pas demander à tout le monde de voter comme un seul homme, sinon on n'est plus en démocratie. Ni à tout le monde de courir à tous les rendez-vous que le président peut provoquer. Non, le président c'est pas Dieu, et Dieu en tout cas n'a pas donné à M. Macron les prérogatives qu'il a données au peuple israélien. أنا صدى الصوت اللي انكسر حلمي مخبى تحت الحجر أنا الأمل والحياة أنا اللي باقي له أثر Qu'un souffle plus grand que nous voyage vers toi. J'aimerais que tous nos mots d'amour effacent le froid. J'aimerais que ta voix résonne dans nos coffres d'or. J'aimerais que ce chant soit mes bras. Viens, je te le donne. منيت لو اني سفر تاخدك عبلاد ضحكاني منيت لو اني حجر دق الخيام لولا برداني منيت لو اني عبر ورجع لعينك عين دبلاني J'aimerais que l'amour jaillisse, efface tes cicatrices. J'aimerais que ta joie profonde irradie le monde. J'aimerais que le monde entier contemple ta beauté. J'aimerais que toute ta douceur inonde nos cœurs. صوت الملح عالحنجرة اسمك ورد الصدى كحلك ملحي سرق ريقي عطشاني اندهلك عطشاني اندهلك Desidero che il vento J'aimerais que pour sussurri toi, poesia. l'air est un parfum de miel. J'aimerais pouvoir t'entendre. J'aimerais que ta nuit soit douce et tes rêves de mousse. J'aimerais éveiller le cœur des grands. Enfant de Gaza. Amahoro, amahoro,
tu chantes encore. J'aimerais que de nos voix mêlées s'élève la Desidero che l'aria intorno a te profumi di miele. J'aimerais que ton rire d'enfant retentisse dans le cœur des gens. J'aimerais que tes nuits soient douces et tes rêves. J'aimerais qu'un jour, les ruines de ta ville deviennent cités d'un pardon sans guerre. أتمنى أن توقد ضحكاتك. J'aimerais entendre tes chansons, goûter ta cuisine. J'aimerais que ton rire éclate, parce que cessent les attaques. J'aimerais que tu chantes encore les chants gais de l'enfance. J'aimerais que tu vives bien, entouré de tes copains. J'aimerais que ce chant commun qui nous unit en cœur puisse calmer tes peurs. J'aimerais que l'amour jaillisse, qu'il efface les cicatrices. Sussurri poesia a tutti gli esseri umani. J'aimerais qu'un jour, les ruines de ta ville retentissent dans le cœur des gens. Me gustaría que حنطة على بيضة نغني على دقة وتر مخباج بحر وغرب ما هاج أرض الصدى كحل وخلخال رأس كتاج دار الأسد بيناتنا قبل القمح أشقر. J'aimerais pouvoir t'entendre. مين يسمع صوتي ويوصلوا لبعيد. Gostaria que você pudesse sorrir, rir e se realizar. Voljela bih da cijeli svet vidi tvoju svetlost. Me gustaría que esta guerra terminara. Me gustaría que tu alegría renaciera. Me gustaría que despertaras a un mundo de maravillas. I wish that this war would end, that your joy would reign once more. I wish you could savor the starry sky. nifuza ko intambara yahagarara kandi ko ibyishimo byawe byagaruka. Sana maantig ng iyong batang tawa ang puso ng mga matatatanda. Bambino mio, vorrei che tutti potessero vedere la tua luce, vorrei parlarti e coccolarti. Бажаю, щоб ваші ночі були мирними та сни солодкими. Ces chansons pour t'entendre, Enfants de Gaza, c'est un montage entre un chanteur palestinien et son fils et des chorales un peu partout dans le monde qui ont repris, qui ont donné des textes et ça a été mis en musique.